Anecdotiquement, l'ultraïsme, j'y reviens un petit peu tout de même. Mais oui, anecdotiquement, il s'est manifesté comment? Il s'est manifesté par des poèmes très courts, faits, écrits d'une façon volontairement ingrate ou prosaïque, et dans chaque ligne, il y avait une métaphore généralement visuelle. Je ne sais pas pourquoi nous faisions tant de métaphores sur la Lune, puis après on découvrait que Lugones ou que Laforgue les avait fait auparavant, et puis on avait aussi une vague idée d'être moderne, c'est-à-dire de temps en temps, il y avait des ascenseurs ou des avions dans nos poèmes, pas trop non plus. Mais tout cela, je crois. Est-ce que vous aviez des rapports avec le mouvement Dada en Europe? Oui, mais le mouvement Dada était plus intéressant, je trouve. Parce que le mouvement Dada correspondait à une idée, disons, de nihilisme, de désespoir de la littérature. Et nous étions très déçus quand nous avons su après que les dadaïstes, ce n'étaient pas vraiment des sceptiques. Par exemple, on discutait sur la paternité du dadaïsme. Nous pensions que pour un vrai dadaïste, il aurait dû dire, mais oui, évidemment, c'est vous qui avez inventé le dadaïsme et pas moi. Puis à la fin, nous avons trouvé que c'était des écrivains aussi professionnels que les autres, si pleins de jalousie, si pleins de vanité que les autres. Oh là là, ils ont passé 30 ans à réclamer la paternité de Dada. C'est bien moi l'inventeur. Il y a 30 ans qu'on entend ça en France. Oui. Plutôt, on les a entendus pendant 30 ans. Mais oui, c'est-à-dire à démontrer qu'ils n'étaient pas des dadaïstes, qu'ils n'étaient pas des sceptiques. S'ils auraient été vraiment des dadaïstes, ils auraient dit, mais non, je ne l'ai rien inventé, c'est vous qui l'avez fait, cela n'a aucune importance, tout cela c'est une question commerciale, non, de qui a fait le premier chose ou qui l'a fait la deuxième, ça n'a aucune importance. Ah, ça a été l'attitude de Picabia. Picabia disait, Dada ne connaît pas, je ne suis pour rien. Mais ça c'est très bien. Mais il était le seul à avoir cette attitude. Les autres avaient de véritables musées Dada. Mais oui, et c'est un peu ce que Verlaine a fait avec le symbolisme. Quand on lui a parlé de symbolisme, il a dit, le symbolisme, je ne connais pas l'allemand. C'est-à-dire, il a trouvé que le symbolisme était quelque chose de pédantesque. Et même, je crois qu'il appelait les symbolistes des sambalistes. C'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas aux théories. Et même quand il attaquait le rime, il a fait dans des vers rimés. Vous vous rappelez? Ou qui dira le tort de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sont creux faux sous la lime. C'est-à-dire qu'en attaquant la rime, il a démontré qu'il pouvait la manier avec essence. Les ultraïstes, lorsque l'âge est venu... Non, ils se sont tournés vers autre chose. Non. Se sont-ils tournés vers le surréalisme comme on pourrait penser que ce soit arrivé? Non, ce n'était pas en Argentine que je sache. Je crois que ma génération, elle se tournait plutôt vers la poésie régulière, vers le classique ou vers le romantique. Et quand le surréalisme est venu, alors on l'a regardé avec quelque méfiance. C'est-à-dire, il y a des surréalistes chez nous, mais ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas nous, le vieux monsieur qui étions des ultraïstes à notre temps, non. Ce sont des jeunes qui nous voient comme un peu comme des vieux pompiers, sans doute. Cela est inévitable. Et est-ce récent l'apparition du surréalisme? Je veux dire en Argentine? Ou sinon l'apparition, au moins la prise en considération de l'existence du surréalisme? Oui, je crois qu'il y en a quelques-uns. Mais j'ai perdu ma vue depuis 10 ans. J'ai mes devoirs, enfin mes travaux comme directeur de la Bibliothèque nationale. J'ai ma chaire des bibliothèques anglaises et américaines du Nord à l'université. J'étudie l'anglo-saxon, je vais étudier le norrois pour lire les textes scandinaves, les Eddas et les Sagas, comme j'ai lu les élégies et la poésie héroïque saxonne. Et je vais écrire de temps en temps. Alors, je ne suis pas du tout au courant de la littérature la plus jeune. Mais le surréalisme n'est plus ici une littérature jeune, attention. Non, évidemment, oui. Il n'est plus du tout. Oui, mais en Amérique du Sud, les choses arrivent après, toujours. On est un peu lent pour cela, non? Peut-être ce qui est arrivé pour vous, et peut-être... La guerre a été un glas pour le surréalisme. Oui, évidemment. Mais j'ai l'impression que quand j'avais, disons, 20, 25 ans, la littérature à Buenos Aires, je parle de ce que je connais, et à Montevideo aussi, ça je connais bien, et à Madrid, elle pouvait être une passion. C'est-à-dire que nous étions des groupes de jeunes, on se réunissait, disons, vers
11 heures la nuit, le samedi, et l'on pouvait causer littérature, parler pour ou contre la métaphore ou la rime, jusqu'à l'aube, où l'on pourrait aussi discuter la philosophie. Par exemple, on parlait beaucoup sur l'existence ou la non-existence du moi, du temps, de Dieu, de l'immortalité, de l'univers, de l'infini, etc. Et tout cela était une passion pour nous. On pouvait discuter jusqu'à l'aube de ces choses-là. Tandis qu'après, je crois que la passion pour un jeune, ce serait plutôt la politique, non? La politique m'intéresse personnellement fort peu. C'est-à-dire, j'étais contre tout le totalitarisme, j'étais contre le nazisme, je suis contre le communisme, j'étais contre les dictateurs que nous avons eu à subir, mais tout cela, c'est des convictions personnelles, elles ne sont même pas très intéressantes pour moi. C'est un peu comme dire, par exemple, que je ne suis pas en faveur du cannibalisme, non. Je le déclare, mais je ne peux pas en parler très longtemps. Mais je crois qu'après ça, peut-être pour les jeunes, la politique peut être une passion. Tandis que dans mon temps, tout cela vous semblera très vieux jeu, la littérature pouvait être une passion. C'est-à-dire, non seulement ces questions que je parlais, métaphores, rimes, etc., mais les possibilités même du langage, les rapports possibles du langage avec l'univers, avec l'expérience humaine. Et tout cela nous passionnait. Et après ça, je ne sais pas si cela arrive. Mais je peux me tromper. Peut-être à ce moment, il y a des cénacles de jeunes dans les villes que j'ai mentionnées qui sont en train de discuter avec un vocabulaire différent, évidemment, et avec des citations différentes. C'est le même problème. Cela n'est pas impossible. Je suppose que tous ceux qui pouvaient nourrir une passion pour la littérature il y a 30 ans, enfin, je suppose que leurs homologues actuels sont capables de nourrir la même passion pour la littérature. Oui, mais je ne sais pas si ces homologues ont des cénacles comme nous. Je crois qu'après ça, j'ai l'impression, cette impression peut être fausse, qu'il n'y a presque pas de cénacles. C'est-à-dire que les écrivains, en tout cas en Argentine, nous sommes évidemment intéressés à la littérature, puisque c'est notre vie, c'est notre destinée. Mais en même temps qu'on ne se réunit pas pour la discuter, que chacun fait son œuvre chez soi et discute ses problèmes avec lui-même dans la solitude. Et je sais qu'il y a des groupes d'amis. Moi, par exemple, je parle très souvent littérature avec Adolfo Bioy Casares, avec Carlos Mastronardi, avec Manuel Peiró, avec Mujica Lainez, avec María Esther Vázquez, qui m'accompagne en ce moment. Mais cela ne signifie pas qu'il y ait des cénacles littéraires. Et dans mon temps, il y avait des cénacles littéraires. Des cénacles qui comptaient, ce n'est pas une quinzaine, une vingtaine de personnes, et qui se réunissaient exprès pour parler littérature. Après ça, on parle littérature, cela n'est pas organisé. Non, voilà, on en parle toujours beaucoup ici, mais je dirais que l'organisation est moins grande. Mais c'est une chose que je crois extrêmement heureuse parce que ça permet plus de liberté. Parce que si on pense à ce qu'a pu être la littérature organisée entre les deux guerres, car elle a été très violemment organisée et régentée, non pas du tout par les pouvoirs publics, mais par quelques écrivains dictateurs. Non, je crois que cela fait du mal. Je crois que cela fait du mal. Je crois qu'une des causes de la richesse de la littérature anglaise, c'est que jamais il n'y a eu des mouvements, disons. C'est-à-dire, en littérature, ce que Heine disait, que chaque Anglais est une île, je crois que cela peut se référer aussi aux hommes de lettres. C'est-à-dire que chacun a fait son œuvre et qu'il y a très peu de manifestes et d'écoles et tout cela. Enfin, il y a les pré-raphaélistes, etc., mais ce qu'ils ont fait de bon n'a rien à faire avec ce mouvement. En général, je crois que les mouvements littéraires, les cénacles, les écoles, que tout cela est le propre du journalisme et de la propagande, plus que de la littérature en elle-même, non? Et je ne sais pas si cela a une influence bienfaisante, sauf peut-être pour les écrivains très jeunes qui ont besoin de parler littérature et qui ne trouvent pas une ambiance hospitalière chez eux, non? Alors c'est bien qu'il y ait des écoles. Mais sinon, je crois que tout cela est surtout utile pour les historiens de la littérature,
comme la fameuse question des générations, de diviser les écrivains par génération. Et puis je vous répète, je crois que les convictions d'un écrivain, même les convictions esthétiques, ne sont pas très importantes. Ce qui est important, c'est ce qu'il en fait. Parce que vous savez, un groupe d'écrivains qui ont toutes les mêmes théories et l'œuvre est fort différent. Peut-être suffit-il de penser aux symbolistes, par exemple, ou aux poètes qu'on appelle les cubistes. Ils étaient très différents entre eux, surtout quand ils faisaient des choses valables. Je crois que c'est Flaubert qui a dit, enfin il exagérait, il a dit « Dès qu'un vers est bon, il perd son école. Un vers de Boileau vaut un bon vers de Hugo. » Enfin, cela est évidemment exagéré. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans aussi, non? Il faut que quelque chose a réussi, alors cela réussit pour tout le monde et en dehors de toutes les discussions esthétiques. Et alors l'œuvre devient classique. C'est-à-dire qu'elle est en dehors des discussions. Mais évidemment, on ne peut pas parler sans simplifier. Et on ne simplifie pas sans déformer un peu les choses. La réalité est toujours plus complexe. J'ai hasard simplement ces idées qui me sont venues à l'esprit. C'est quoi ces choses que vous m'avez demandées? Je les hasarde avec timidité, tout simplement. C'était Entretien avec Georges-Louis Borges, une émission de Georges Charbonnier, assistante de réalisation Nicole Guesveller. Prochaine émission, littérature. Ces 2 premiers entretiens de la série Entretien avec Georges-Louis Borges par Georges Charbonnier ont été diffusés les 1er et 8 mars 1965.